Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Certains les appellent les bœufs carottes. La police des polices, l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, mène l'enquête après la mort d'un jeune de 17 ans. C'était hier près de Paris lors d'une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Tout a commencé par le vol d'un 2 roues, 4h30 du matin à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Les policiers ont voulu contrôler un véhicule utilitaire suspect dans ce vol signalé. Le conducteur a pris la fuite. Tout s'est terminé à quelques kilomètres plus loin, à Bièvre, en Essonne. La victime a tenté de prendre la fuite à pied, mais au même moment a été percuté par une voiture de la brigade anticriminalité. Alexandre Malafaille, encore et toujours, ces courses-poursuites qui se terminent en drame. En fait, il y a peut-être une leçon à en tirer à un moment donné de tous ces drames qui se répètent et qui, pour le coup, sont assez nombreux. C'est qu'en fait, le sentiment d'impunité dans lequel, finalement, beaucoup de gens croient pouvoir évoluer, parce que voilà, le cadre dans lequel la police peut faire son job est très encadré et que c'est très difficile, qu'il y a beaucoup de règles, et puis il y a surtout beaucoup de règles de non-engagement, parce qu'on craint toujours à la fois le débordement, l'acte de trop, et que voilà, la violence d'État fait vraiment l'objet d'un encadrement extrêmement strict. Mais tout ça développe une certaine forme d'impunité, ou de sentiment d'impunité, qui conduit à ça. C'est-à-dire que l'impunité dans laquelle toutes ces populations, dans un certain nombre de quartiers, vont évoluer, font qu'elles se croient plus fortes, parce que globalement, elles ont la conviction qu'il ne leur arrivera rien, parce qu'elles pourront prendre la fuite, parce qu'elles pourront même se rebeller, mais qu'au bout du compte, elles seront ou protégées, ou que le système sera trop permissif, et donc ça provoque un certain nombre de débordements. Alors, je dis pas que c'est facile de faire respecter l'ordre avec des gens qui sont violents ou qui veulent s'exonérer de leurs responsabilités, mais vous avez des pays qui sont plus coercitifs. Alors, j'admire pas le modèle américain, mais le délit de fuite aux États-Unis, il n'est pas si pratiqué que ça. Parce qu'évidemment, vous avez un rapport à l'autorité, notamment un rapport à l'autorité policière, qui est fondé sur la garantie que si vous y prenez pas comme il faut avec les autorités policières, l'usage de l'arme à feu est très facile à employer. Donc ça a tendance un peu à calmer. Alors ça calme pas tout, et malheureusement il y a des exactions, donc après il faut trouver le bon réglage, et nous on pense qu'il vaut mieux effectivement être très prudent, les Américains le sont beaucoup moins, mais il n'empêche que voilà, le délit de fuite est beaucoup moins. Donc cette impunité, elle conduit à ce type de drame. Alors justement, Gilles Boutin, je vais revenir sur ce que disait Alexandre Malafaille, les refus d'obtempérer qui sont en hausse sur tout le territoire français. Les policiers doivent-ils muscler leurs interventions, comme dans certains pays anglo-saxons, comme le mentionnait Alexandre, où les patrouilles peuvent carrément parfois percuter les véhicules? C'est même recommandé, conseillé pour le stopper, ou au contraire, les agents doivent accepter de laisser filer quand peut-être il s'agit juste, j'ai envie de dire juste, d'un vol de scooter ou d'une moto. Je m'avancerai pas sur la méthode, parce que un débordement est vite arrivé, et imaginons que la technique qui est autorisée au Royaume-Uni le soit en France, et qu'il y ait une conséquence particulièrement dommageable. Comment savoir? Moi je crois que, comme vous disiez, Alexandre, il y a un sentiment d'impunité, et la réponse ne viendra que à partir du moment où ceux qui se mettent en non-conformité avec la loi comprendront qu'en fait ils ont plus de chances de s'en sortir en se rendant qu'en cherchant désespérément à fuir. Ça, c'est quelque chose qui a été rappelé par le secrétaire national adjoint du syndicat Unité Police. Il a dit, rappelons, que 100% de ceux qui obtempèrent aux injonctions des policiers restent en vie. C'est une évidence. Pour le commun des mortels qui ne vit pas dans la criminalité, ça semble assez évident. Je ne vais pas fuir si j'ai un contrôle de police. S'il devait se trouver que j'avais de la drogue ou des armes, le problème c'est que vous avez très peu de chances de vous en sortir. Donc ne fuyez pas et vous en sortirez mieux. J'ai envie de dire que la réponse, elle n'est que chez eux, chez ces personnes. On va me dire que je suis un grand naïf. Elle peut être aussi du côté des policiers. Si on leur donne justement l'autorisation de pouvoir poursuivre, au contraire, quand il ne s'agit pas d'un go fast ou de quelque chose de très grave, un meurtre ou quelque chose comme ça, où là, ils n'ont pas l'obligation de poursuivre, parce que ça peut entraîner également des dommages collatéraux. Je pose la question, hein, c'est juste... Non, mais bien sûr. Je pense qu'être policier est très difficile aujourd'hui en France. Il y a un cadre juridique qui vous expose. Dès lors que vous êtes amené à sortir votre arme, vous savez dans le même temps que quelque chose, une mécanique très très implacable judiciaire peut se refermer sur vous, paradoxalement, alors que vous étiez là pour protéger la société. Des témoignages sont très nombreux, hein, de gendarmes ou de policiers qui ont des affaires comme ça, qui les suivent pendant des années et des années, alors qu'ils ont simplement rempli leur mission. Pensons notamment aux policiers dans l'affaire Naël, qui est un autre aspect qu'il serait intéressant de rappeler aussi dans ce sujet. Donc c'est extrêmement complexe. Effectivement, on aurait envie de donner plus de sécurité et de latitude aux policiers, sans pour autant tomber dans des extrêmes. Et j'ajouterais que nous parlions des États-Unis, ça n'empêche pas ces fameuses courses-poursuites toujours très impressionnantes dont ils ont le secret de se produire. Donc
Je rappelle que là-bas, le shérif, donc l'équivalent de notre commissaire, lui est élu. Il est élu, il est porteur d'un mandat, d'un programme, d'une certaine manière de maintenir l'ordre ou de réprimer ceux qui contreviennent. Non, le modèle américain n'est pas enviable. Je pense qu'il faut trouver des solutions pour sécuriser davantage nos policiers, mais être prudent sur ce qui pourrait conduire à des dommages collatéraux involontaires. Mais par ailleurs, il y a un autre aspect qui m'intéresse beaucoup dans ce moment, c'est-à-dire qu'on a un jeune de 17 ans qui meurt dans le cadre d'une course-poursuite. Dramatique. C'est horrible, c'est la mort d'un jeune adolescent, c'est un drame absolu. Ce qui était déjà dramatique, c'est qu'il est pensé que voler un 2 roues de nuit sur un camion, enfin que ce soit une activité intéressante, c'est déjà un drame assez sérieux. Mais derrière, on voit que ça ne déclenche pas la même réaction que pour le jeune Naël. Et ça nous montre que le traitement médiatique et surtout le poids des images. Ce que j'allais rajouter, effectivement, là, il n'y a pas la vidéo pour pouvoir soutenir cette... Il n'y a pas la vidéo. Vous pouvez être certain que s'il y avait eu une vidéosurveillance, quelque chose qui montre cette voiture percuter ce jeune homme, dans une absence mais totale de contexte et puis avec une mauvaise foi absolue, comme ça a été le cas, je me permets de le dire, pour Naël, vous avez l'Île-de-France entière, voire la France entière qui se soulevait à nouveau. Trop heureuse, je me permets de le dire, de trouver un nouveau prétexte comme exutoire pendant un été où on s'ennuie. Alors justement, pour continuer dans le sens de Gilles Boutin, Alexandre Malafaille, le conducteur de la BAC dit tout de suite avoir freiné d'urgence. Si on freine d'urgence, c'est-à-dire qu'on va vite, a priori. Est-ce que, là encore, c'est du professionnalisme ou l'aveu d'une trop grande vitesse? Là, il faudra laisser faire l'enquête. Je suis absolument pas en capacité d'apprécier la situation. Ce qui est vrai, c'est que je crois que tant qu'on n'aura pas la volonté de mieux gérer, encadrer et peut-être réprimer quand même par rapport à une capacité d'intervention ce type de délit de fuite, on aura cette impunité qui laisse libre cours à beaucoup d'options. Voilà, si vous êtes à peu près certain que on n'a pas les moyens de vous arrêter et qu'a priori on vous a pas identifié parce que vous croyez qu'on vous a pas identifié parce que vous n'êtes pas au fait du bornage téléphonique, vous n'êtes pas au fait qu'il y a des caméras partout, etc. Bah vous tentez le coup. Voilà, vous tentez de vous affranchir et puis de peu que vous ayez un peu de cam sur vous, de peu que vous ayez, voilà, vous avez envie, voilà, de prendre vos jambes à votre cou et vous tentez de vous échapper. C'est un système qui favorise ça. Je suis pas sûr effectivement que les réponses soient faciles à apporter de manière simpliste. Ça c'est très clair. Sinon tout le monde le Ce qu'on disait dans le sujet précédent, voilà. On peut pas être binaire non plus. Hein, c'est exactement. Sûr. Mais malgré tout, à la fois ce sentiment d'impunité doit être combattu et vraisemblablement aussi, à un moment ou à un autre, il faudra retravailler sur la façon dont finalement on laisse un peu faire les policiers quand il faut être un peu plus coercitif, parce que c'est vrai que le fait de détenir la violence légale ne doit pas être, en effet, devenir ce qui peut se passer aux États-Unis, c'est-à-dire on n'est pas chez les cow-boys. Exactement, voilà. Mais pour autant, voilà, c'est quand même particulièrement difficile pour eux de faire leur métier, et c'est vrai que quelque part la population, dans cette très grande majorité, comprend pas, parce que tous ceux qui respectent les forces de l'ordre et qui s'arrêtent quand il y a un contrôle et qui voient bien que voilà, ils respectent cette autorité, voient bien que quand ils sont voilà, des gens, je dirais les bons citoyens peuvent mettre un peu sous l'objet de ce que le système représente quand ils commettent une infraction, ils voient bien que le système est fort, mais ils acceptent cette force, voilà, mais ils comprennent pas qu'eux-mêmes, puisqu'ils acceptent le jeu, que d'autres ne le respectent pas et qu'on donne pas les moyens en effet à ceux qui font le job de le faire un peu plus de manière un peu plus directive. Oui. On parlait de culture tout à l'heure, des enfants qui sont baignés, par exemple, par rapport à une culture familiale, par rapport notamment à Israël, la bande de Gaza. C'est un peu la même chose dans certains quartiers. Il y a une culture de la haine du flic. La haine du flic, l'exaltation de l'argent facile. Il faut arborer des signes extérieurs de réussite, ce qui est considéré comme une réussite dans ces quartiers, c'est-à-dire avoir une belle voiture rutilante. C'était exactement la voiture que conduisait le jeune Naël, alors que c'était une voiture de location qui venait de l'Est de l'Europe. Vous ajoutez à cela la drogue, son omniprésence, le fait que c'est un des seuls leviers d'élévation sociale dans ces quartiers. Tout cela est profondément déprimant. Ça existe depuis longtemps, mais on a le sentiment que ça ne fait que s'accentuer. Il y a une déshérence, une impossibilité d'entrevoir autre chose, puisque à partir du moment où, quand vous êtes un jeune dans un de ces quartiers et que vous voyez que vous allez gagner beaucoup plus d'argent et beaucoup plus rapidement en volant des motos et en dealant de la drogue, alors que si vous devez vous lever tous les matins tôt et vous rendre à l'autre bout du département ou de la région pour aller
faire un travail de 8 heures de journée qui sera beaucoup moins bien payé. Alors évidemment, vous n'avez pas en tête que vous avez... C'est pas le même état d'esprit, vous n'avez pas la effectivement. sécu, vous n'avez pas l'assurance chômage, on en parlait en début d'émission, mais tout cela est bien trop sérieux pour ces personnes qui ne vivent que par cette exaltation de l'argent facile. Et les modèles qu'ils ont à proximité, proches de chez eux, ne les incitent absolument pas à rentrer dans le droit chemin. Il est Puis, 19h56, juste oui. pour compléter un instant, Alexandre. en plus, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se font un challenge de réussir un délit de fuite. Je pense que ça fait partie aussi de leur palmarès. Quelque part, vous pouvez mettre ça accrocher ça à votre palmarès et vous avez cet élément de fierté que vous dites, voilà, moi j'ai réussi et toi t'as réussi. Enfin, je pense que c'est même un jeu pour certains. Oui, on ajoute à ça que à l'adolescence, on n'est clairement pas fini. On n'a pas les mêmes notions de limites qui sont aussi ancrées que par la suite. Donc ça fait un cocktail explosif. Quand vous avez criminalité plus adolescence, ça donne des comportements... Il y en a très 500 par dangereux. jour. Hein. Il y a 500 délits de fuite par jour en France, semble-t-il, si je crois ce que je suis en train de lire, ce qui est assez considérable. Et vraisemblablement, je ne pense pas qu'on arrête les 500. Effectivement, 500 délits de fuite, si c'est des courses-poursuites à chaque fois, on en verrait dans chaque coin de rue. Donc, a priori, ils laissent plutôt partir les fuyards plutôt que de risquer justement un dommage collatéral, le suraccident. C'est ça, c'est la première infraction routière de France.